Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Dominique Vidal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Et si on vous a invité, c'est parce que hier avaient lieu les élections législatives en Israël et les résultats sont loin d'offrir une majorité claire à quiconque. Est-ce que Benyamin Netanyahou et son Likoud pourraient perdre le pouvoir après 10 ans ininterrompus? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne s'agissait pas d'élections législatives. C'est une erreur d'appréciation. Il s'agissait d'un plébiscite organisé par Netanyahou avec deux enjeux. Premièrement, être reconduit à la tête du gouvernement de droite, d'extrême droite et ultra-orthodoxe israélien. Et deuxièmement, éviter la case prison, vers laquelle il est bientôt dirigé. De ce point de vue, c'est un échec. Pas parce que le Likoud et les Blancs-Bleus ont fait jeu égal, à peu près 32 sièges chacun, d'après les résultats presque définitifs. Sur 120. Sur 120. Mais surtout parce que le Likoud, plus ses alliés naturels, c'est-à-dire Yamina d'Ayelet Shaked, une coalition de droite nationaliste et religieuse, et les partis ultra-orthodoxes, le Shas et le parti United Torah, cet ensemble-là fait 56 sièges, alors qu'il en fallait 61 pour avoir une majorité. Donc tout dépend maintenant d'Avigdor Lieberman et du parti Israël Beteinu, ou Israël Notre Maison, parti russe essentiellement, qui a obtenu 8 sièges. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait envisager qu'il y aurait encore d'autres élections s'ils ne trouvaient pas une majorité? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que ça n'a pas marché. En fait, on pouvait très bien éviter ces élections. Il aurait suffi que Netanyahou, n'ayant pas réussi à former une coalition après les élections du 9 avril, disent au président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, je passe la main, proposer à Benny Gantz, les Blancs-Bleus, d'aller former, ou essayer de former, une coalition. Il ne l'a pas voulu, il a voulu passer en force, donc il a organisé l'autodissolution de la Knesset, l'Assemblée nationale israélienne, et on est arrivé à ce résultat-là. Donc à mon avis, très vraisemblablement, il va y avoir une tentative qui peut durer plusieurs semaines pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. Mais toute la question, c'est qui va le diriger et de qui il sera composé, et surtout, quelle sera la place, s'il y en a une, de Benyamin Netanyahou dans ce gouvernement. Alors, vous en avez parlé, celui qui est arrivé à égalité avec Netanyahou, c'est Benny Gantz, Benjamin Gantz, et son tout récent parti bleu et blanc. Qu'est-ce que c'est exactement que ce parti? Alors, on le présente comme centre-droit, mais c'est quoi exactement ces revendications, ces axes de campagne? Si je peux me permettre de répondre en débordant un tout petit peu la question, comme c'était un plébiscite, tout le débat politique intérieur et extérieur a été écrasé par ce plébiscite. Et en fait, si vous étiez un électeur israélien, ou si j'en étais un, on aurait eu bien du mal à voter, parce qu'il n'y a pas d'alternative à la politique radicale qu'a menée Netanyahou avec ses hommes depuis 2015. Bien sûr, il y a la liste arabe unie, mais elle n'a pas vocation à rassembler l'électorat juif, même si pas mal de juifs ont voté pour elle, semble-t-il. Bien sûr, il y a la gauche traditionnelle, le parti travailliste, le parti Meretz, mais qui sont au bord de la mort, quoi, au bord de l'agonie. Ça appelle au-dessus des 3%. Tout juste, et il faut se souvenir, vous étiez trop jeune pour vous en souvenir, que dans les années 60, le parti travailliste avait jusqu'à 50 sièges à la Knesset. Et aujourd'hui, il se retrouve avec 6 sièges. Et le Meretz, l'héritier du MAPAM, avec 5 sièges. Alors ensuite, vous avez ces bleus-blancs. Mais eux non plus n'étaient pas une alternative. Il y a eu deux choses absolument incroyables qui permettent de mesurer ça. Quand Netanyahou, il y a quelques jours, a annoncé qu'il allait annexer la vallée du Jourdain, la réaction de Benny Gantz, le chef des bleus-blancs, ça a été de dire « il me vole mon programme ». Et quand Netanyahou a annoncé qu'il allait faire la guerre, mais une vraie guerre, à Gaza, Benny Gantz a dit « ah oui, il faut les écraser une bonne fois ». Donc si vous voulez,
entre Benny Gantz et Netanyahou, Netanyahou et Benny Gantz, comme disait Jacques Duclos en 1969, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, ou alors, si on peut adapter la formule, blanche kippa et kippa blanche. Est-ce que vous diriez qu'un des points les plus importants en fait de cette campagne, ça a été son caractère anti-arabe? Absolument. Il y a deux choses, si vous voulez, qui m'ont frappé énormément dans cette campagne. C'est d'abord ce que vous dites, c'est-à-dire un déferlement de haine anti-arabe. Il faut savoir que Netanyahou a été, il y a quelques jours, juste avant l'élection, jusqu'à dire « les Arabes veulent tous nous tuer, hommes, femmes, enfants ». Enfin, mais il a même dit le jour de l'élection. Il a répété le jour de l'élection. Il a voulu faire envoyer des milliers de militants du Likoud avec des caméras dans les bureaux de vote à forte densité arabe pour éviter les fraudes. En réalité, il s'en cachait à peine, c'était pour essayer de dissuader les Arabes d'aller voter. D'ailleurs, la Knesset a fait remarquer que les fraudes qui ont été recensées en avril, à la dernière élection, c'était pour l'essentiel des fraudes commises par des gens du Likoud. Donc c'est pour dire vraiment une haine anti-arabe sans précédent. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Et deuxièmement, c'est une dégradation formidable de la réflexion sur l'issue. En 2016, il y a eu un grand sondage de grande qualité, c'est-à-dire avec une enquête de longue durée, etc. Vous aviez 70% d'Israéliens, juifs et arabes, hostiles à l'annexion de la Cisjordanie. Aujourd'hui, en avril, il y a eu un sondage, ils ne sont plus que 28%. À l'époque, vous aviez 53% d'Israéliens, juifs et arabes, qui étaient pour la solution dite des deux États. Là, ils ne sont plus que 35%. C'est-à-dire il y a une espèce de disparition de la question palestinienne et des issues possibles. Tout cela, c'est le signe, le racisme et cette dégradation-là d'une droitisation profonde de la société israélienne. Alors évidemment, il y a des tas de raisons qui jouent, mais la raison essentielle, c'est celle que je vous ai dite, il n'y a pas d'alternative. Au fond, on n'est pas loin de la situation française, sauf que là-bas, il y a un conflit, et que ce conflit peut mettre le feu aux poudres à toute la région, voire au monde entier. Alors, vous nous parlez d'une potentielle union nationale entre différents partis, entre le Likoud et d'autres partis, mais de quoi, à quelle géométrie exactement vous pensez? Est-ce que vous pensez à une alliance entre le Likoud et le parti bleu-blanc de Benny Gantz, ou est-ce que c'est plutôt le Likoud avec des alliés qui seraient encore plus à droite que lui? Ce qu'on appelle Union nationale en Israël, ces jours-ci, et cette nuit en particulier, parce qu'on a beaucoup parlé cette nuit, évidemment, en attendant les résultats définitifs, c'est essentiellement un accord entre Benjamin Netanyahou, son allié Ayelet Shaked. Vous voyez qui je veux dire? C'est cette charmante jeune femme qui a posé pendant la campagne des législatives du 9 avril à côté d'une bouteille de parfum qui s'appelait Fascisme. Et quand on lui a fait remarquer que c'était un peu gros quand même, elle a dit « mais non, c'était au 2e degré ». Mais enfin, elle l'avait écrit. Ensuite, Avigdor Lieberman, et enfin, bien sûr, Benny Gantz. Alors, ce que signifie une telle alliance, c'est qu'il n'y aurait pas les partis ultra-orthodoxes. Puisque pour Avigdor Lieberman, c'est un point absolument innégociable. On ne peut pas accepter les partis ultra-orthodoxes, sauf si eux-mêmes acceptent la loi commune. Et vous savez que toute la crise au printemps est partie du fait que la Knesset avait voté en première lecture, mais pas en deuxième et troisième lecture, une loi obligeant tous les jeunes Israéliens, y compris les ultra-orthodoxes qui étaient jusque-là dispensés, à faire leur service militaire. Donc voilà, l'Union nationale, c'est un concept relativement large. Mais politiquement, si on y réfléchit bien, cette perspective, ce serait une perspective qui poursuivrait la radicalisation engagée par Netanyahou depuis 2015. Je veux dire, la loi fondamentale, avec cette loi d'apartheid, hein, seul le peuple juif a droit à l'autodétermination, avec l'annexion de tout ou partie de la Cisjordanie, il y aura sûrement discussion sur quelle partie, la vallée du Jourdain, mais peut-être aussi les colonies. Il y a les lois liberticides
qu'on oublie toujours en France, je ne sais pas pourquoi, on n'aime pas rappeler qu'il y a une loi qui n'existe même pas en Corée du Nord, qui permet à 90 députés sur 120 d'exclure les 30 autres. Pas pour la journée, jusqu'à la fin de la mandature. Et enfin, toutes les alliances, dont on a un peu plus parlé, il faut le dire, avec ce que l'Europe compte de populistes, même antisémites, que ce soit Orban, Kaczynski, Salvini, Kurz, l'AfD allemande, etc. Bref, on a un panorama de radicalisation tous azimuts dont je ne crois pas qu'un gouvernement d'union nationale y mette fin. Est-ce que vous pensez que pour cette élection encore, Benyamin Netanyahou va pouvoir bénéficier ou a bénéficié de ses traditionnels soutiens internationaux? Est-ce que vous pensez par exemple que l'escalade récente des tensions avec l'Iran sur la scène internationale l'a renforcé ou va encore le renforcer là dans les discussions à venir? C'est évident que Netanyahou a tout fait pour créer un climat d'hystérie de guerre. Ce qui est étonnant en France, c'est qu'il y a un moment où les médias arrêtent d'en parler. Je ne sais pas si ça a une raison, si c'est un manque de connaissances, ou si c'est la peur de toucher des sujets un peu sensibles. Mais enfin, à l'heure où nous parlons, Israël, quasiment tous les jours, bombarde la Syrie, les forces iraniennes en Syrie, bombarde en Irak, bombarde à Gaza, bombarde au Liban. Et comme ça ne suffisait pas, Netanyahou a menacé de bombarder aussi au Yémen. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de montée vers la guerre qu'on sent, sauf dans les médias français. Et de ce point de vue, c'est vrai qu'il bénéficie d'une certaine aura internationale, c'est-à-dire en gros la bande des populistes est derrière lui. Quand je dis la bande des populistes, je pense à Trump, mais je pense aussi évidemment à Poutine. Donc il y a une espèce de statu quo entre ces trois personnages qui permettent à Netanyahou, je ne dis pas de faire la guerre, mais de jouer le jeu de la guerre. Après, quand on rentre dans le détail, c'est plus compliqué. On a bien vu depuis Biarritz, le sommet du G7, qu'il y avait des tensions entre Trump, qui a viré Bolton, il l'a viré parce qu'il ne voulait pas d'une solution de force contre l'Iran, et Netanyahou qui, lui, reprochait à Trump d'avoir accepté les manœuvres d'Emmanuel Macron pour essayer de diminuer la tension avec l'Iran. Ce qui est frappant pour l'instant, et on ne peut pas jurer de ce qui se passera demain ou après-demain, c'est quand même que même après l'attaque contre les raffineries saoudiennes, il n'y a pas eu, pour l'instant, de réaction. Alors que Netanyahou en rêvait. On a même dit que le jour de l'élection, il avait pensé reporter les élections sous prétexte d'organiser une grande opération à Gaza. Donc, évidemment que ces populistes, Netanyahou le premier, ce sont des hommes de guerre. Et ce sont des hommes qui savent que dans une situation de guerre, dans un état de guerre, on manipule plus facilement l'opinion publique. La crise politique dans laquelle va vraisemblablement s'enfoncer Israël dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, quelles répercussions vous pensez que ça va avoir dans la région? Est-ce que vous pensez, par exemple, que ça va peut-être mettre entre parenthèses les bombardements dont vous parliez? Je crains l'inverse, moi. Je crains que plus la crise s'approfondira, si elle s'approfondit, il peut y avoir un accord d'union nationale. Ça s'est déjà fait en Israël. C'est pas une nouveauté. Ça existait en 1967, par exemple. Menachem Begin est entré au gouvernement, qui était essentiellement travailliste et religieux. Pourquoi? Pour faire la guerre des 6 jours, en 1967. Vous avez eu un système absolument étonnant, qui avait été créé par Yitzhak Shamir et Shimon Peres, qui s'appelait la rotatia. Ça voulait dire que les deux premiers ministres s'alternaient. D'abord, c'était Shamir, et puis ensuite, c'était Peres, etc., etc. Donc, la formule Union nationale, elle a existé en Israël, elle peut exister à nouveau. Mais effectivement, la tentation pour Netanyahou, c'est de se sortir de la crise par la guerre. Et rien n'empêche d'imaginer
une guerre qui peut alors déraper parce que personne ne maîtrise plus la réalité des choses. Je ne sais pas si vous avez observé un point qui, moi, m'a frappé. Mohamed Ben Salman, le futur roi d'Arabie Saoudite, il est devenu très calme ces tout derniers temps. On l'entend peu. Les réactions à l'affaire des bombardements de la raffinerie ont été faibles. Beaucoup de spécialistes, dont je ne suis pas, de l'Arabie Saoudite, qui connaissent bien le pays, disent qu'à Riyad, on a pris la mesure de la puissance militaire iranienne et qu'on redoute ce qui se passerait en cas d'affrontement, y compris dans le Golfe même. Donc, d'un côté, tentation de guerre, de l'autre côté, peur chez certains alliés importants de ce que pourrait être une guerre aujourd'hui au Proche-Orient. Merci Dominique Vidal.